Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui va parler de l'hyper-personnalisation de la veille stratégique à l'ère de l'IA. Alors concrètement, on a vraiment voulu prendre cette tendance et faire notre propre retour d'expérience pour vous apporter de la valeur, justement vis-à-vis de ce qu'on peut voir nous sur le terrain en tant qu'éditeur de logiciel. C'est vraiment quelque chose de fond, qui est là depuis longtemps, de personnaliser un maximum, sa veille, mais on est sur une tendance qui, pour nous, s'accélère et on avait envie de partager cela avec vous, aujourd'hui. Alors, au menu du jour, donc, on va d'abord pas forcément introduire un petit peu, cette tendance, donc pourquoi les personnalisations, on trouve qu'aujourd'hui elle devient indispensable. On va surtout pas prendre du temps ensemble où je vais vous partager du coup des cas d'usage concrets qu'on a pu vivre et qu'on est en train de vivre avec les équipes SynUp. On va vous parler justement de comment est-ce que nous on aborde ça, chez nous avec la transformation, de SynUp AI et puis du coup on pourra, avec plaisir, faire un échange à la fin de questions-réponses, en direct. Et puis du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrien Sasso de l'équipe SynDup. Je suis sur la partie opération et j'ai un multicasquette, tout ce qui va être autour de la data, de l'IA, des outils au niveau des équipes internes et de nos clients. Et donc, je suis ravi de pouvoir partager cela avec vous aujourd'hui. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous SynDup? Alors là, voilà, je vous ai mis juste à l'écran, des clients, des utilisateurs de la plateforme et de nos différents services qui travaillent avec nous. Donc comme vous pouvez le voir, on est en plein de domaines différents. On travaille de la TPE, PME aux grands groupes, aux grandes institutions, publiques, privées, de la finance à l'agri, à l'énergie, aux collectivités, bref. On travaille vraiment avec plein de différents, organisations et donc notre travail, notre mission chez SynDup, c'est justement d'accompagner au travers de la veille stratégique, à travers du coup une plateforme, on est éditeur de logiciel, on a développé l'outil SynDup qui permet de faire justement de la veille stratégique, de la veille qui peut être, sur des sujets de concurrence, de la veille d'innovation, de la veille technique, de la veille, sur d'autres sujets que vous souhaitez. Il y a vraiment pas d'éléments qui ne sont pas, intégrés et on accompagne du coup, que ce soit sur l'utilisation de la plateforme, mais également sur les dispositifs au global, sur l'accompagnement de la formation, de la pérennisation des dispositifs, de l'interconnexion. On va en reparler. On est effectivement, comme vous pouvez le voir, dans plein de domaines. Déjà, on va prendre justement un peu plus le sujet de la sémantique. Alors, l'idée, c'est pas d'en faire un débat, mais faisons les choses simples pour mettre un petit peu sur papier le constat que l'on fait aujourd'hui. Donc, ce que l'on voit, c'est que l'hyper-personnalisation, donc la personnalisation, on va dire, a évolué, plus importante, c'est vraiment une tendance que l'on voit aujourd'hui. On pense qu'elle est issue de plusieurs facteurs. Mais un des principaux, c'est forcément, celui qui est lié avec la grosse technologie aujourd'hui qui ouvre la voie, qui est l'IA. Maintenant, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, tous les professionnels sont habitués à avoir quelque chose qui est simple, efficace, personnalisé à soi-même. On a tous maintenant à disposition des coachs, des aides, on peut chatter très facilement, et cetera. Donc en fait, on va transposer cette habitude de personnalisation à notre travail du quotidien et également potentiellement à la veille que l'on peut recevoir en entreprise. Donc en fait, on voit aujourd'hui une explosion, une évolution très forte de ce besoin de personnalisation. Là où avant, on allait personnaliser par exemple sur des thématiques précises, on a par exemple un silo qui va parler de cette thématique-là, donc du coup on va pouvoir donner de l'information avec cette thématique en arrière-plan. On a besoin, suivant le rôle de chacun, des fois, voilà, toute l'équipe commerciale va pouvoir avoir ce type d'information, l'équipe d'innovation parce que ce produit-là, on va pouvoir lui donner des informations sur des tableaux de bord, sur des newsletters dédiés. Mais en fait, aujourd'hui, on voit que les personnes attendent même une, une information qui est différente de son voisin, même si c'est sur le même rôle et surtout avec, de la matière première et de la donnée qui est différenciée et qui est, j'allais dire upgradée, qui est plus évoluée. Je vais expliquer ça juste après et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est que du coup, la veille, malgré le fait qu'on a déjà parlé plusieurs fois sur les webinaires, la veille est challengée justement par l'arrivée de l'IA. Tout le monde fait de la veille, tout le monde fait, des choses automatisées eh bien, nous, on voit qu'au contraire, ça donne encore plus d'importance à la veille quand elle est bien faite, puisqu'on va avoir justement cette capacité d'apporter beaucoup de valeur et ensuite de pouvoir transformer ces informations en décisions. Donc c'est vraiment le point de départ qui nous a fait, poser, ce sujet aujourd'hui. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Concrètement, on a, isolé, 6 cas d'usage concrets,
pour vous les présenter aujourd'hui, qu'on a pu mettre en place ou qu'on est en train de mettre en place. En tout cas, 6 familles de cas d'usage, on les essaie de les regrouper aussi pour faire, le plus simple possible, de façon à ce qu'on puisse, vous les exposer. Et juste avant, pour vous permettre de m'adapter un petit peu à l'audience, du coup, que je vous, que je vais vous présenter, donc pour que je m'adapte, pardon, je vais reprendre ma phrase. Pour que je m'adapte à l'audience, justement, que j'ai aujourd'hui, je vous fais juste un petit sondage, de façon à ce que je puissiez me répondre, pour savoir si vous êtes plutôt, voilà, des majorité de professionnels de la veille, une partie des personnes qui ont plutôt, voilà, des missions connexes, ou alors pour vous la veille, c'est vraiment une découverte et ça reste, comme ceci. Donc n'hésitez pas, du coup, vous avez le sondage qui a dû heu, s'afficher devant vous. Vous pouvez y répondre. OK, on a une grande majorité, c'est mon métier, ça fait partie de mes missions. Quelques curieux, curieuses. OK, super. Donc on est vraiment effectivement, voilà, ça allez, 50-50, c'est mon métier, ça fait partie de mes missions. 45-45 et 10 sur les juste curieux pour en savoir plus. OK, très bien. Heu, donc sur les cas d'usage concrets, je vous les raffiche. On va du coup travailler sur ces 6 familles qu'on a essayé de regrouper un petit peu vis-à-vis des cas d'usage qui revenaient le plus souvent en ce moment. En fait, l'idée, c'est que on puisse vraiment aller, dans chaque sujet et je vous expose ces éléments pour que vous puissiez, mieux les comprendre. Un des premiers sujets, d'ailleurs, vous pourriez me dire, ma intégration de données externes, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. On intègre déjà, des données, dans la veille et plus fortement. En fait, aujourd'hui, on a 4 principaux, micro-tendances aussi sur ces sujets d'intégration de données externes. Quand je parle d'intégration de données externes, je veux dire en dehors de ce qui est, on va dire, la base de la veille, qui est les données ouvertes web et autres. L'idée, c'est de, par exemple, des données externes qui peuvent être d'autres bases de données fermées, qui peuvent être des données internes. Il y a plein de sujets différents. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une, une plus forte accessibilité technique et tarifaire lorsqu'on parle de la politique justement d'interconnexion des bases et des d'autres outils de plateforme. Si je prends un exemple qui peut être sur la veille, technologique, brevet ou autre, vous avez des outils spécialisés comme Orbit Questel par exemple, qui sont vraiment spécialisés dans la veille scientifique, dans la veille, technologique, brevet, publication scientifique et cetera, donc c'est très, très, très poussé. Et bien en fait, avant, je parle pas forcément d'eux, mais il y a plein d'autres plateformes. C'était très compliqué, c'était presque technique ou même politique pour certains, et c'était même pas affiché en tarif, de se dire: «Allez, je connecte SynDup à cette plateforme-là, tiens, je récupère cette donnée, je vais la pouvoir la plugger aux autres». Et aujourd'hui, il y a vraiment une explosion, une forte accessibilité technique et même tarifaire. Avant, c'était hors de prix, maintenant ça devient plus accessible, d'interconnecter justement, ces différentes, plateformes. On voit aussi que, et je vais vous poser la question juste après, qu'il y a aussi une démocratisation autour de toute la technique qui est, justement de cette interconnexion. Il y a une meilleure compréhension, on va dire même des métiers. On est moins effectivement à dès qu'on a des mots-clés, qui ne nous parlent pas, à demander à l'IT et c'est compliqué, ça rentre dans des process et en fait, généralement, ça ne va pas plus loin. Donc on a vraiment quelque chose qui avance aussi de ce côté-là. À côté de ça, on a aussi l'open data qui est un mouvement de fond qui est aussi, très avancé, notamment en France avec toute la partie, données, gouvernementales et autres, qui progresse, qui continue de progresser. De plus en plus de bases, sont ouvertes et on parlera par exemple de, un partenariat qu'on connaît bien, qui est Papers. Voilà, c'est une société qui s'est créée justement sur l'open data et qui apporte des services complémentaires. Donc c'est vraiment quelque chose qui continue de progresser. Et puis forcément, l'IA dans tout ça, elle nous rend plus efficients. Là où avant on avait besoin d'un beaucoup plus de temps pour développer un connecteur, aujourd'hui on peut le faire, de façon plus efficiente, donc plus accessible. On peut maintenir aussi des dispositifs et ça permet d'en avoir plus pour tout le monde. Et forcément, il y a des sujets complémentaires, comme par exemple le MCP qui du coup, on en reparlera, est encore un autre niveau, qui est peut-être même un petit peu en débat, dans la communauté technique. Je vais y revenir juste après. J'aimerais justement vous poser la question, vis-à-vis du terme API. Je vous pose un petit sondage pour connaître, hem, votre, regard vis-à-vis de ce terme. Alors je vous demande si ça vous dit quelque chose, si vous connaissez, vous êtes capable de l'expliquer, hein, sans être un expert en IT. Si ça vous parle pas du tout, comme ça permettrait d'avoir un petit aperçu. Et je vois que pour l'instant, on est à 50-60 capable de l'expliquer, et 30-40 ça me dit quelque chose, majoritairement. Donc c'est plutôt ce que nous on voit aussi, donc ça me rassure, on est dans le vrai. C'est vraiment, avant on n'avait jamais de personnes qui venaient nous voir en disant, «Ouais, je veux me connecter à SynDup, est-ce que vous avez un API?»
avec des demandes directes, hein, vraiment, «Je m'intéresse à la veille, est-ce que je peux, en savoir plus pour Stand-up? Vous avez une API, on peut se connecter?» Waouh! C'était des questions, avant qu'on avait quasiment jamais ou de temps en temps parce que c'était l'IT qui prenait les devants, qui pouvait être, heu précurseur dans les types de projets. Aujourd'hui, ça arrive beaucoup, beaucoup plus souvent et je vais poser la même question du coup, sur, la partie MCP. Hop, je vous envoie ça tout de suite. Quel est votre regard par rapport à ce terme-là qui est un petit peu moins connu, je vous donne un petit indice. Et c'est effectivement ce que donne le sondage. On voit qu'on est à 55 inconnus au bataillon, 30 j'ai déjà entendu ce terme, mais je ne peux pas forcément l'expliquer et 15 ça me parle bien, je suis capable de l'expliquer. Ouais, on est globalement, vous êtes représentatif de entre guillemets «ce que nous on ressent», vis-à-vis des demandes de ce qu'on a pu avoir. Pour faire très simple, le but c'est pas de faire un cours sur les connexions, mais l'API en fait, c'est des routes qu'on peut mettre entre les outils pour permettre, de connecter les outils. Donc on lui dit: «Bah, tiens, tu prends cette route-là pour aller créer un dossier dans StandUp, tu prends cette route-là pour aller récupérer les contenus dans StandUp». Donc c'est du langage informatique, du code pour permettre de le faire, très simplement. Et le MCP, on va dire que c'est, une grande notice, de toutes les routes qu'un logiciel peut mettre à disposition et cette notice-là, elle est faite spécifiquement pour les IA. C'est un protocole qui a été mis en place par, je crois que c'était Google qui est à l'origine, qui du coup permet en fait de faciliter pour l'IA la compréhension des routes qui sont mis à sa disposition pour permettre par exemple à un agent qui lui-même va prendre les décisions de dire: «OK, mon besoin c'est ça, je prends cette route, puis après je prends cette route et après je passe par cette route», eh bien il est capable de faire parce qu'il a cette notice, ce protocole MCP qui lui facilite les choses. Micro aparté là-dessus, c'est un protocole qui est quand même encore, en débat. Justement, nous, on est par exemple chez Snap, on n'a pas encore, mis en public le MCP, on est en test et on ne sait pas encore si on le fera. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça pose des questions lorsqu'on est sur des outils qui sont, assez, évolués au niveau de la complexité des API, parce il y a plein de routes API dans SynDub, c'est pas un petit outil qui fait juste une petite chose. Donc il peut y avoir des difficultés où en fait les agents se perdent un petit peu dans toutes ces routes, prennent pas forcément la meilleure et donc on va avoir une préférence pour passer par des API avec les agents et entre guillemets «faire le GPS» et les guider sur les bonnes routes plutôt que lui donner, toute la notice et tout le plan et le laisser faire parce que des fois, bah, il va utiliser trop de routes qui vont pas servir, il va se perdre potentiellement et ça va être moins efficace. Bref, j'arrête avec mes acronymes et la partie technique. N'hésitez pas quand même à me poser des questions s'il y a des choses spécifiques, que vous voulez que je réponde. Mais l'idée, c'est que du coup, on va maintenant plus rentrer sur le qu'est-ce que va donner les intégrations, le comment et le pourquoi. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a énormément de données en open data qui sont disponibles et notamment via PIST, qui est un peu le grand annuaire, multi, domaine, de la République française, du coup de tout le contenu que peut partager la France. On prend un exemple, Légifrance. Légifrance, ça a toujours été une source qui était intéressante parce que ça permet de surveiller les projets de loi, ça permet de surveiller des circulaires qui sont sortis. Enfin, il y a énormément de documents officiels qui sont à surveiller et donc avant, on allait plutôt, directement collecter les contenus directement sur les sites. Ça pouvait être un peu plus complexe parce que certains documents sont plus grands, plus gros, des PDF et cetera. Aujourd'hui, grâce à justement à la démocratisation de l'API, de PIST, on facilite les choses et on a de plus en plus aujourd'hui d'utilisateurs qui, au-delà d'être juste sur une surveillance globale sur ce type, de sources, ils ont besoin des choses très, très, très spécifiques. Exemple, ça on a eu un besoin où, les personnes voulaient absolument surveiller un certain type de circulaire et pas d'autres et dans la circulaire, il y avait certaines métadonnées, donc les données, que l'on récupère, elles avaient envie de les récupérer pour leur base de données. Donc du coup, on est capable aujourd'hui plus facilement, grâce à justement des connecteurs, à récupérer, ces éléments. J'ai parlé Papers tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas Paper, c'est une société du coup, française qui, sur la base de toute la donnée en ligne disponible, ont ajouté de la valeur avec tout un dispositif qui est d'ailleurs maintenant c'est du multidispositif comme vous pouvez voir parce que vous allez pouvoir retrouver des données d'entreprise, des données sur la justice, tout ce qui va être, lié au légal et tout ce qui peut être au pénal et cetera. La partie immobilière qui est un peu plus nouvelle, la partie politique aussi qu'on aime beaucoup notamment, ils sont capables, de leur côté par exemple de surveiller tout ce qui va être, on appelle ça
comptes rendus municipaux, il y a un autre nom, je l'ai oublié, pardon, mais justement des documents qui sont peut-être qui sont disponibles sur le web, mais qui sont plus difficiles à surveiller parce qu'il y a presque 36 000 communes en France. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce type d'outil est hyper intéressant pour compléter la veille. On a des clients qui ont les 2. Par exemple, on travaille avec le syndicat national des détectives de recherche, donc les agents privés de recherche qui du coup, justement surveillent toutes les décisions de justice, liées à leur métier. Ça leur permet justement d'être en veille aussi là-dessus, au-delà des veilles qu'ils peuvent faire de façon plus classique. Et dernier point qui peut être aussi intéressant lorsqu'on intègre des données externes aujourd'hui, c'est d'aller beaucoup plus loin que la surveillance. Quand on fait de la surveillance spécifique technique, qu'on peut faire par exemple sur EspaceNet, sur EPO, on a besoin par exemple sur des brevets qui peuvent être liés à effectivement des termes, des mots-clés qui vont m'intéresser. Mais peut-être qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est une famille en question, des familles en question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de surveiller les nouveaux brevets. Par contre, moi, je veux suivre toutes les revendications sur ces brevets. Et oui, imaginons, je peux suivre qu'un seul inventeur, par exemple. Bref, on peut avoir vraiment des demandes très, très spécifiques et aujourd'hui, la partie API permet très facilement de pouvoir justement répondre à ce type de demande. Donc voilà pour le cas numéro 1. Cas numéro 2, la partie chatbot avec IA, RAG. Désolé, j'ai encore un acronyme, après c'est terminé. Concrètement, de quoi je parle? En fait, aujourd'hui, on a tous l'habitude, d'utiliser des chatbots, comme on fait avec ChatGPT, Gemini, n'importe lequel, Claude, et cetera. Vous discutez en mode conversationnel, en langage naturel avec votre IA. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va travailler plus en système base de données, base de connaissances, l'IA, on va vouloir qu'elle réponde à nos questions, mais en lui donnant des éléments précis. En veille, on aime que ce soit sourcé, que la réponse soit liée à quelque chose, on n'aime pas l'effet boîte noire, on veut vraiment que ce soit précis. Donc, on a besoin d'un système un peu de bibliothèque où on va ranger les connaissances et on va dire à l'IA: «Tu vas chercher directement, dans, dans cette bibliothèque les réponses et pas n'importe où pour pas me donner des fausses informations ou alors halluciner carrément. Et bah, c'est ce système de RAG en fait. Et j'en profite pour remercier Amandine effectivement qui nous partage les définitions des différents acronymes. Promis, je m'arrête après. Mais l'idée, c'est de ce système de RAG en fait qu'on a mis en place nous sur le portail de Weissendup, mais qu'on met en place, vous allez voir après aussi sur plein d'autres systèmes, c'est que la plateforme en elle-même, donc la plateforme Synduc qui permet de récupérer tous les contenus, on va ranger dans une étagère, si je schématise, dans une base de données, les articles qui sont pertinents. On va appliquer un traitement qui s'appelle une vectorisation. Très simplement, on va transformer en fait, les mots-clés textuels en chiffres, parce que vous connaissez bien que l'informatique préfère les chiffres. Ces chiffres-là, en fait, ces livres avec plein de chiffres, on va les ranger dans une base dédiée qu'on appelle une base vectorielle, une base vectorisée. Et en fait, cette base-là, c'est, la bibliothèque personnelle de l'agent, de knowledge de knowledge de base de connaissances qui du coup, va être capable de dire: «OK, j'ai l'utilisateur qui vient me voir dans mon chat, sur mon portail de veille, qui me dit: "Bah, voilà, j'aimerais analyser des tendances sur la dynamique, je sais pas moi, dans le bâtiment, de l'isolation des bâtiments". OK et bah, du coup, l'agent, lui, il va aller chercher tous les contenus qui correspondent à cette question qui d'ailleurs, techniquement, est aussi vectorisée et va pouvoir facilement retrouver les contenus en cohérence et répondre en donnant la source, tous les contenus justement, qu'il a pu utiliser pour dire: «OK, bah, voici les 3 dernières tendances les plus percutantes, sur l'isolation des bâtiments, ça, c'est sourcé, je retrouve l'article d'origine» et cetera. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est fondamental lorsqu'on met en place des chatbots, ce système de RAG. Et d'ailleurs, c'est même, je ne vais pas dire que c'est une technologie qui devient même déjà un petit peu désuète, mais il y a d'autres technologies là qui commencent à prendre le pas, pour aller encore plus loin, être encore plus efficace. Mais déjà celle-ci, on va dire que c'est un socle qui est déjà, très, très bien. Et donc concrètement, ça permet par exemple, je faisais le capteur d'écran du portail de veille. En fait, on n'est plus sur un petit chatbot qui va simplement aller chercher les données, en disant: «Voilà, moi je cherche un article sur telle entreprise». OK, tiens, je te donne l'article. Non, on est vraiment sur un petit outil qui est capable de faire déjà une pré-analyse, hein, capable de ressortir des éléments clés en les sourçant et ça permet après de pouvoir aller plus loin et d'aller, chercher les informations qui peuvent m'intéresser. Et ça, dans le côté personnalisation, on le voit aujourd'hui, on a vraiment, des nouveaux acteurs qui viennent sur ce type de diffusion, des nouveaux acteurs, des nouveaux lecteurs, parce que ça les intéresse plus de discuter avec un petit chatbot très rapidement parce qu'ils ont une question précise que d'aller plus loin, en allant chercher eux-mêmes l'information dans un portail, c'est peut-être un peu plus compliqué, ça demande l'appréhension et c'est vraiment un outil de diffusion qui est intéressant, malgré le fait qu'on ne soit pas en mode descendant, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on envoie à la personne, elle a pas de d'effort à faire.
là, c'est quelque chose où la personne doit venir parler avec le chatbot, mais les frictions retirées par l'expérience dans le chatbot permettent aussi d'attirer des profils qui s'intéressent à ce type de diffusion. Cas numéro 3, la veille commerciale augmentée. Alors ça, c'est quelque chose qui est génial, on l'utilise en interne et puis on le met en place aussi, chez nos clients. C'est quelque chose que pour ceux peut-être qui ont suivi le programme Synopia, ça fait partie des expérimentations qu'on a conservées, qui est vraiment efficace. C'est l'idée aujourd'hui, on prend l'exemple de cette veille commerciale, donc le principe de la veille commerciale, c'est de détecter des événements intéressants qui peuvent potentiellement, déboucher sur une opportunité commerciale. Voilà, il y a quelque chose qui est pertinent sur le web. Donc ça peut être par exemple, de détecter une entreprise. Alors ça peut être du classique levée de fonds, mais on va dire ça c'est facile pour la veille, mais ça peut être par exemple de détecter, une entreprise qui parle, de la projection, du fait qu'elle va s'internaliser, qu'elle a, une croissance qui est plus importante, qu'elle va recruter des personnes, qu'elle va se lancer sur un nouveau produit. Enfin, c'est des contenus presse des fois qui sont très même des fois très locaux, qui sont sur les sites même qui peuvent être moins visibles. Bah, ça c'est vraiment une mine d'or parce que ça permet du coup, bah, aux équipes commerciales qui sont intéressés par cette veille, de potentiellement contacter, telle ou telle personne, telle ou telle entreprise, organisation avec, ce qu'on appelle un icebreaker, donc une raison valable de dire: «Bah, voilà, je vous ai contacté, j'ai vu que vous partiez, du coup sur un nouveau projet. Nous, on peut accompagner sur ce type d'éléments. Est-ce que, on pourrait, potentiellement discuter?» Voilà, ça permet de faciliter les choses. Donc concrètement, l'idée, c'est que ça se passe en 5 étapes. On capte les contenus, donc avec une plateforme Team SynDup. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut faciliter la curation. Je vais vous expliquer après nous comment on s'en sert typiquement. On peut qualifier même l'information pour aller au-delà de ce qu'on a capté dans l'article web ou le contenu dans la presse. Forcément, le but, c'est la diffuser, mais également, on va le voir, la partie intégration. Parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est pas juste d'être sur du temporaire, mais c'est aussi de capitaliser l'information. Donc, pour expliquer nous ce que l'on fait, chez Snap par exemple, en fait, là vous êtes sur une capture d'écran qui est sur, notre outil interne de communication. On va capter avec SynDup tous les signaux, q qui sont positifs pour les entreprises. Donc on a fait des requêtes très larges, dans les langues qui nous intéressent, sur plein de sujets, de signaux qui nous intéressent. Mais en fait, on va pas pouvoir travailler non plus avec la terre entière, même si on est dans plein de domaines. Donc du coup, on a, défini des critères, pour dire à l'IA, bah, voilà, si c'est une entreprise de tel ou tel salarié, de tel ou tel secteur, de telle activité et cetera, bah, tout ça, c'est des critères qui aident l'IA à faire de la curation et aussi à éviter, les doublons parce qu'on peut avoir effectivement des fois des communiqués de presse qui sont repris de nombreuses fois. Donc ça, c'est fait côté SynDup et ensuite l'IA va aider à la curation pour trouver les bons contenus qui sont vraiment une information pertinente. Et comme vous pouvez le voir, dans le petite capture en bas, on va également faire la qualif, c'est-à-dire qu'au-delà de l'article, dire: «Tiens, tu peux aller voir l'article, monsieur le commercial». Bah non, je vais te donner tout de suite, je vais t'expliquer c'est quoi son activité, dans quel pays on est sur la zone de chalandise et éventuellement des clients, des concurrents. Ce qui fait qu'on a un contexte, de l'information qui est déjà intéressant et qui peut aider aussi à aiguiller et à juger de la pertinence de l'information. La diffusion, bah, forcément vous le voyez, c'est par exemple de le pousser dans l'outil de communication interne et l'intégration, ce qu'on a fait aussi plus loin, c'est on le pousse après dans notre CRM. Donc l'information, elle est capitalisée dans le CRM, ce qui fait que du coup, bah, lorsqu'on va sur des fiches CRM, de nos fiches de compagnie, on peut voir aussi tous les derniers articles qui ont été, collectés. Donc la veille est bien conservée et peut resservir après parce que du coup, si, l'entreprise, avec de la chance à un moment donné, vient naturellement vers nous, pour du coup, échanger et bah, du coup, la personne peut dire: «Ah bah tiens d'ailleurs on avait vu que vous aviez, sorti ça dans la presse» et du coup ça permet de renforcer, les échanges. Donc voilà le côté, veille, commerciale. Le quatrième cas, la partie data viz. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. On peut avoir aujourd'hui nous des organisations qui ont leur propre, entre guillemets, «service de data viz», notamment pour les grands groupes, d'autres qui ont des petits dashboards, des choses simples, même des choses qui sont sur Excel, qui font déjà très bien leur boulot et qui apportent de la valeur. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une explosion aussi des demandes de data visualisation sur mesure et on va forcément, qui dit sur mesure, dit personnalisation. En fait, aujourd'hui, des tableaux de bord on en crée plein de différents. On peut pas les packager et les mettre sur étagère parce qu'en fait, chacun a besoin de choses spécifiques et surtout, tout le monde s'attend aujourd'hui à avoir des dashboards sur mesure. Alors aujourd'hui, nous, on est capable directement dans la plateforme de pouvoir, mettre comme plein de plateformes aujourd'hui, on a un module de tableau de bord qui permet de faire des choses vraiment très sympas, de les personnaliser et cetera. Mais à un moment donné, il y a quelques limites.
comme toutes les plateformes, on ne peut pas redévelopper un outil de BI, donc un outil vraiment de business intelligence qui est sur mesure intégré, c'est pas notre vocation. Donc ce qu'on fait en fait très simplement, c'est qu'on va, connecter la veille à d'autres outils qui sont, eux, dédiés à aller faire vraiment des tableaux de bord sur mesure, des outils de BI. Nous, chez Snap, on aime beaucoup notamment le français ClickData, qui est un concurrent direct de Tableau, Power BI et autres que vous pouvez avoir. Et donc, du coup, ça nous permet justement de pouvoir créer des tableaux de bord sur mesure pour nos utilisateurs qu'on peut après intégrer dans des portails de veille. Ou alors, les clients directement ont déjà en interne des services de BI et donc, du coup, nous, on va faciliter la descente des informations de la veille dans, la BI, intégrée. Comme ça permet que vous, quand vous faites votre veille, vous capitalisez sur les données. Des fois, ça peut être des données qui sont envoyées vers des newsletters, qui intègrent des tableaux de bord internes, mais en même temps, vous allez pouvoir pusher ça pour mettre dans un, tableau de bord interne sur un SharePoint, sur n'importe quel outil. Bah, du coup, vous multipliez les canaux et vous multipliez la valeur que vous apportez avec la veille, avec entre guillemets «le même temps passé» puisque c'est des contenus que vous avez déjà, présélectionnés, sélectionnés suivant votre dispositif. Donc ça, c'est vraiment aussi une tendance de fond, la demande, explosion de demande sur la partie data vis. On revient un petit peu à nos agents conversationnels. Alors là, c'est un angle qui est un peu différent. Aujourd'hui, on se rend compte alors c'est plus dans les plus grandes organisations, on a un challenge un petit peu d'échanges multi-silos ou même dans des organisations de type réseau, cluster, pôle et autres associations, où des fois, en fait, on a toujours cette difficulté de se dire: «OK, bah, moi j'ai un service un peu de veille, mais comment est-ce que j'arrive à bien discuter avec le service A, le service B? À ce que je reçois bien leurs informations, initiaux qui me permettent de démarrer la veille pour que eux ils trouvent de l'intérêt ensuite. C'est pas forcément des veilleurs de métier, donc il faut que je les accompagne et cetera. Et ben, en fait, on a de plus en plus de demandes avec lesquelles on travaille sur créer des agents dédiés au briefing. En fait, faciliter le premier pas, le ou les premiers pas. Concrètement, ça permet en fait, de mettre à disposition au sein de la structure, cet agent. Donc, je ne vous refais pas le speech, hein. Vous avez bien compris que c'est facilitant. On a tous l'habitude maintenant de discuter avec des agents, qui est juste un conversationnel et donc du coup, c'est lui qui va poser des questions pour permettre justement d'exprimer le besoin de veille que j'ai. Ça peut être pour des personnes qui n'ont pas du tout envie de mettre les mains dans le cambouis, qui veulent juste de l'information, ils veulent être en destinataire final, mais même ça peut être aussi avec des personnes qui veulent juste réfléchir un peu plus, ouais, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est détecter, ce type d'infos. OK, c'est très, très vague là, va falloir que tu m'expliques un peu plus. Et ben, les buts justement de cette agence, c'est de pousser un petit peu, le questionnement pour que du coup, on puisse avoir un brief, qui soit le plus clair possible pour ensuite le mettre dans la plateforme. Et ça, le meilleur exemple, c'est qu'on a sorti justement, un nouveau produit qui est en bêta actuellement pour ceux qui n'ont pas vu, qui s'appelle DetectUp. C'est vraiment cet objectif-là. C'est-à-dire que du coup, l'objectif, c'était de mettre à disposition, bah, c'est SynDup derrière, c'est la puissance de l'outil SynDup et toute la les 20 ans de recherche et développement qui sont, dans l'outil, mais de faciliter l'usage, pour des veilles qui sont, plus simplifiées, hein. Un veilleur expert ne sera pas satisfait d'utiliser un détecteur, ça sera trop limité, mais c'est normal puisque c'est un outil qui est simplifié pour tous, où en fait on est sur un agent de conversation de briefing qui va faciliter les choses pour créer ensuite un briefing complet et même, là on va encore plus loin avec Detectop, c'est lui qui va après, en fait définir: «OK, j'ai reçu, ce brief, donc je peux en déduire, ces requêtes et donc du coup je les mets dans SynDup et derrière je peux, commencer à mettre en une veille automatique». Bref, là, on va vraiment dans le cheminement classique. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien, vous pouvez vous inscrire à la bêta, on a une liste d'attente parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes, là-dessus et on le fait, petit à petit. Donc je vous pousse le lien, hop, si vous voulez, en découvrir plus et vous inscrire. Il y a peut-être déjà des gens qui sont sur les attentes d'ailleurs. On ouvre au fur et à mesure les comptes pour tester. Mais en fait, l'idée là-dessus, c'est pas de faire de la pub de TikTok, on c'est déjà fait. Non, c'est plus de vous expliquer qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'utilisateurs qui nous disent: «Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est de mettre un équivalent des TikTok dans mon organisation. Je veux mettre un endroit, en fait, dans mon entreprise, un peu ce côté, avant, des fois, on avait des formulaires et c'était un peu moins dynamique, où vraiment, tiens, j'ai un collègue qui est dans un service, très, très, très loin que je connais pas, et du coup, je souhaite, qu'il puisse me dire: moi aussi, j'ai besoin de veille, j'aimerais bien que ton service puisse apporter de la plus-value et donc je te remplis, ce questionnaire et je facilite les choses, par rapport à ces premiers échanges. Le questionnaire après en question, enfin le briefing, c'est
le début de quelque chose, puisqu'après ça permet d'échanger, de pouvoir créer des premières veilles, de mettre en place des choses pour que du coup, on puisse avoir, justement, des choses de ce côté-là. Pardon, je reprends le fil. Cas numéro 6, on arrive du coup sur quelque chose qui va un trait plus loin. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter actuellement, des nouvelles demandes, ça vraiment c'est hyper récent. C'est quelque chose qu'on avait déjà en tête, mais on n'avait pas été jusqu'au test parce que de toute façon, faut choisir ses tests et on y passerait, nos journées, mais c'est quelque chose qu'on est en train de vraiment d'accélérer. C'est le fait de se dire: «OK, bah, ces agences, c'est bien, mais me connecter sur un portail de veille, ça crée un peu de friction avec mes destinataires». Moi, ce que j'aimerais, c'est carrément dans mes outils de communication du quotidien, Teams par exemple, Slack, directement sur mon site WordPress, sur un outil de knowledge, Notion ou compagnie, bah, c'est d'avoir justement mon robot de veille, donc mon agent d'IA de veille, qui soit disponible et qui puisse répondre à mes utilisateurs. Donc nous, on l'a intégré par exemple en interne, pour permettre, bah, de répondre, à cela. Ça facilite en fait les usages et notamment un qui est en train de finaliser le paramétrage, mais je pense que ça va être vraiment excellent, c'est WhatsApp. Aujourd'hui, même à titre professionnel, WhatsApp est quand même assez utilisé, donc la partie, même privée ou WhatsApp business, peu importe. Mais aujourd'hui, être capable de se dire: «OK, j'ai à un moment donné une question sur un concurrent, sur une innovation, sur une thématique clé et cetera. Je vais en rentrer en rendez-vous, je me pose la question avec quelqu'un en rendez-vous», enfin bref, peu importe les cas de figure. J'aimerais très facilement ne pas avoir à retenir: «Ah attends, il faut que je me connecte sur un Notion, je pose des questions et cetera» ou «C'est quoi déjà l'accès au portail de veille?» Bon bah là, je suis sur WhatsApp et je pose des questions comme si c'était un collègue et j'ai des réponses qui sont faites justement par cet agent de veille IA, qui lui-même, comme vous l'aurez compris, est basé sur la veille qui a été faite, donc sur la base de connaissances qui a été qualifiée et répond grâce à potentiellement une technologie RAG comme on l'a vu juste avant. Donc on peut vraiment coupler comme ça, tous ces différents cas que j'ai pu évoquer et on pense vraiment, chez Snob que ça va être des outils qui sont complémentaires pour aller justement sur une hyper personnalisation de la veille. On le voit vraiment, sur des publics des fois différents. On n'a pas alors ça peut être des publics en mobilité, mais ça peut être tout simplement sur des publics, qui sont, plus amènes de poser des questions. Ça peut être même des gens qui sont au CODIR, qui préfèrent aller se dire: «OK, bah, dès que j'ai une question, je passe par, ce type de communication ou par, un site interne». Bref, on peut vraiment utiliser des choses, complètement différentes. Et pour finir là-dessus également, je ne l'avais pas mis, mais en même temps, on peut pas tout mettre non plus, mais il y a vraiment aussi ce côté, la partie synthétique, qui est aussi de plus en plus demandée. On aurait pu faire une septième famille, avec ce cas de figure, j'en ai parlé encore ce matin, où en fait, les gens ont besoin aujourd'hui de pouvoir consommer l'information, non pas en mode, revue de presse, certains vont aimer, d'autres moins, donc en mode newsletter, on va dire un peu plus, classique, mais aujourd'hui qui reste quand même le format le plus utilisé en veille, ils vont aimer avoir vraiment des analyses qui sont faites comme si, vous donniez à ChatGPT, Gemini ou je ne sais qui, les 15 articles et tu me fais un débrief de ce que, tu ressors de ça sur un angle plutôt de projection, sur un angle technologique, sur un angle de concurrence et cetera et cetera. Ce type d'analyse aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qu'on a de plus en plus comme demande et que l'on fait et on va même maintenant, sur, l'analyse par destinataire. C'est-à-dire que j'ai, 100 destinataires, qui reçoivent une analyse qui est faite du coup via la veille avec un prompt dédié, mais en fait, j'ai 20 prompts dédiés, enfin différents pardon, avec des fois des toutes petites nuances, des fois c'est même d'ordre esthétique, mais c'est juste une question d'assimilation de l'information qui permet que du coup, bah, voilà, mon DG il adore recevoir ce type de synthèse, pas plus courte que, 40 lignes, avec les informations clés. Mon responsable com, lui, par contre, il faut vraiment le détail, il veut les liens directs, et cetera. Bref, on peut vraiment aller très loin dans cette personnalisation également sur nos, livrables finis, notamment avec ce type de synthèse que l'on pousse, par mail ou des outils comme on peut le voir ici dans les messageries, intégrées. Et justement, la question c'est de se dire: «OK, c'est chouette tout ce que tu me racontes Adrien là, mais concrètement moi, j'ai mon dispositif, il y a des choses qui m'intéressent, mais comment est-ce qu'on fait avancer, les choses pour que ça puisse, évoluer dans ce sens?» ou s'il y a des choses qui m'intéressent, comment est-ce que je peux creuser pour tester? Alors aujourd'hui en fait nous, on le fait à travers justement initialement, le programme d'Open Innovation SynDup AI. C'est-à-dire qu'on a démarré, je ne sais même plus la date exacte, mais ça fait maintenant quelques années avec l'IA, heu, des expérimentations justement sur des sujets qui sortaient de la plateforme en elle-même, parce qu'on ne peut pas,
faire en sorte que la plateforme ça sache tout faire parce qu'il y a tellement de cas différents et on va pas réinventer à chaque fois l'eau chaude. Donc en fait, on a de plus en plus couplé la plateforme SynUp avec d'autres technologies, avec d'autres outils, bref, plein de choses différentes. Vous pouvez le voir sur le site SynUp AI. Et bah, justement, on va transformer, là, c'est un teaser pour vous, vous êtes les premiers à le savoir parce qu'on n'a pas encore, fait toute la com et ça arrivera sûrement plutôt à la rentrée après les vacances. On transforme le programme d'innovation, pardon, SynUp AI en nouvelle, business unit, donc en nouveau service dédié chez SynUp, exclusivement justement à, la construction d'infrastructures dispositifs sur mesure qui peut être justement à terme pour les personnalisations, mais pas que. L'intégration de données comme on l'a pu voir, la construction de choses spécifiques et en fait, on va avoir 2 facettes. C'est notre capacité à construire chez vous, donc accompagnement plutôt, c'est-à-dire que du coup, vous avez déjà des technologies, vous avez des équipes, vous êtes capable de faire des choses en interne, mais vous avez besoin juste un peu de conseils, d'aide, un peu un petit GPS. Ça, c'est des choses qu'on fait déjà et on adore le faire, notamment avec l'IA parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui ont leur propre IA intégrée avec, des bases de connaissances internes. Donc c'est génial parce que votre veille, du coup, elle est liée à toute cette connaissance et derrière, on peut vraiment exploiter des choses et avoir des décisions qui sont, des analyses et décisions qui sont vraiment ultra percutantes. Ou alors, on est aussi capable de construire chez nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a une infrastructure qui nous permet de pouvoir, gérer, toute la mise en place de ces différentes interconnexions avec des outils d'automatisation, avec de l'IA qu'on va intégrer en open source, avec des outils tiers ou même vos outils d'IA. Enfin bref, il y a vraiment plein de cas particuliers. On en a encore tous les jours des nouveaux. Donc on a vraiment ces 2 facettes aujourd'hui qu'on développe, qu'on fait déjà dans le cadre de ce programme et qu'on va effectivement un peu plus industrialiser. Et très concrètement, si vous voulez creuser les choses, en fait, on fait ça simplement avec une petite découverte de 15 minutes. On peut très vite se dire: «OK, par rapport à le besoin que vous m'exprimez, on sait faire, on sait pas faire, go, no go». Ensuite, une fois qu'on a défini que c'était effectivement pertinent, que c'était possible, on va cadrer potentiellement le projet, pour que vous puissiez avoir des choses claires, des idées de coûts et cetera. Même si on l'a vu aujourd'hui, c'est vraiment facilité avec, l'intégration de l'IA et ensuite on passe en mode POC pour tester, les intégrations, les connexions et cetera et la mise en production, enfin voilà, du classique, l'optimisation, le support. C'est des processus un peu classiques, de mise en place de dispositifs mais c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, c'est une nouvelle brique qu'on apporte, avec SynUp et avant même de devoir sorti le entre guillemets «le marketing», on a déjà énormément de demandes sur ce sujet-là et c'est aussi en lien avec, nos sujets du jour et les différents cas d'usage que j'ai pu vous présenter. Donc du coup, ce que je vous propose de venir sur la partie, questions-réponses. Je dois regarder le chat un petit peu. Donc il y a pas mal de monde qui a dû partir au fur et à mesure. N'hésitez pas, après de toute façon à nous recontacter si vous avez des questions spécifiques. Tac. Et ben voilà, les questions justement. Est-ce qu'il y avait des questions particulières, des choses qui pouvaient être amenées à creuser un peu plus? Je vous ai donné beaucoup d'informations déjà, il y a plein de sujets différents. On a essayé de condenser ça avec l'équipe de façon la plus, efficiente possible. Donc n'hésitez pas avec grand plaisir de revenir vers nous, si vous souhaitez en savoir plus et je vous mets même aussi pour faciliter les choses, le dernier petit sondage qu'on avait préparé, tac. Comme ça, si jamais vous avez, effectivement une petite idée en tête, vous avez envie de creuser, voir un peu ce que ça fait, juste nous questionner, bah, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra envoyer, juste le lien, vers notre agenda de l'équipe, pour, échanger, voilà, très rapidement pour dire: «OK, bah, moi j'avais ça en tête, est-ce que c'est faisable? Oui, non, je veux avoir un peu plus de précision là-dessus». Il ne faut pas hésiter, on aime, échanger, on aime bien les moutons à 5 pattes spécifiquement. Il y a toujours des choses qui arrivent et on se dit: «Waouh, cette demande on l'a jamais eue», donc c'est toujours intéressant, c'est toujours challengeant pour les équipes, donc faut pas hésiter. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, merci pour, effectivement, les échanges. Ah si, j'ai une petite question. Peut-on réaliser une connexion avec Power BI? Ouais, ça, c'est des choses qu'on fait assez fréquemment parce qu'il y a pas mal d'organisations qui ont, Power BI intégré et donc en fait, on va pousser, les données, de la veille, dans Power BI. Les données que l'on souhaite, on va pas tout pousser parce que sinon, les gens qui sont derrière Power BI, ils vont vous huer. Mais ouais, ouais, c'est des choses effectivement qui sont assez simples à mettre en place pour exploiter la veille et en faire quelque chose, d'encore plus pertinent avec la BI. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent, j'attends un petit peu. Merci pour vos remerciements. Heu et bah, si on est tout bon, j'ai déjà gratté 10 minutes. On va clôturer là. Je vous remercie pour cette écoute. On reste à votre écoute, toute l'équipe et on vous souhaite une très bonne après-midi.